Le crépuscule drapait Ouagadougou d'un voile rougeoyant, comme si le ciel, épuisé par la chaleur du jour, versait son sang sur la capitale. Les rues poussiéreuses s'animaient encore des klaxons des motos et des appels des marchands, mais une tension sourde flottait dans l'air, imperceptible pour les passants, pourtant palpable pour ceux qui connaissaient les secrets du pouvoir. Dans les couloirs du palais présidentiel, le capitaine Ibrahim Traoré, président par intérim du Burkina Faso, avançait d'un pas résolu. À 34 ans, il portait sur ses épaules le poids d'un pays fracturé, menacé par le terrorisme, la pauvreté et les intrigues politiques. Son visage, habituellement impassible, trahissait ce soir-là une crispation rare. Ses yeux sombres, légèrement plissés, scrutaient chaque recoin, chaque ombre mouvante projetée par les lustres vacillants. « Monsieur le Président, ils sont prêts », annonça son aide de camp, le lieutenant Sawadogo, en ouvrant la lourde porte en bois de la salle de crise. L'homme, un colosse à la voix grave, semblait lui-même nerveux, une rareté pour ce vétéran des opérations spéciales. La salle était austère, éclairée par des néons blafards. Autour d'une table oblongue en acajou, les généraux les plus loyaux de Traoré, ceux qui l'avaient soutenu lors de son accession au pouvoir en octobre 2022, attendaient en silence. Leurs uniformes impeccables contrastaient avec leurs regards fatigués. L'air était saturé d'une tension presque physique, comme si chaque inspiration risquait de briser l'équilibre fragile de la pièce. Personne n'osait rompre le silence. Traoré s'installa en bout de table, posa ses mains sur le bois verni et prit une inspiration profonde. Sa voix, ferme et mesurée, trancha l'atmosphère comme une lame. « Messieurs, des renseignements graves viennent de m'être communiqués. » Il ouvrit un dossier écarlate marqué du sceau présidentiel et le posa devant lui avec une lenteur délibérée. Un complot visant à renverser notre gouvernement est en cours. Un frémissement parcourut l'Assemblée. Les généraux échangèrent des regards, certains crispés, d'autres incrédules. Le colonel Zongo, responsable des services de renseignement, un homme mince aux lunettes cerclées d'acier, se leva et fit circuler une série de photographies en noir et blanc. Ces clichés datent d'il y a 4 jours, Monsieur le Président. Des réunions clandestines dans un entrepôt à la périphérie de la ville, des livraisons d'armes sous couvert de convois humanitaires, des messages cryptés interceptés par nos équipes. Il marqua une pause, son regard s'attardant sur Traoré. Des officiers de haut rang sont impliqués. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Traoré examina les documents un à un, son visage se durcissant à chaque page. Les photographies montraient des silhouettes floues, mais les rapports étaient précis. Nom, grade, lieu. « Je connais certains de ces hommes », murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Des officiers que j'ai personnellement promus, des camarades avec qui j'ai partagé des nuits blanches à planifier la défense de ce pays. » Il se leva brusquement, frappant la table de la main, faisant sursauter l'Assemblée. « Nous agissons ce soir. Organisez une opération immédiate. Je veux ces hommes sous les verrous avant l'aube. » Il balaya la salle du regard, ses yeux brûlant d'une détermination farouche. Mais que cela soit clair, pas de brutalité inutile. Le peuple burkinabé mérite la justice, pas la vengeance. Le colonel Zongo hocha la tête. « Et pour les civils impliqués, monsieur ?»« La loi s'applique à tous, sans exception, » répondit Traoré, son ton ne laissant place à aucune ambiguïté. Les heures suivantes furent un maelstrom d'activité. Dans la cour du palais, des officiers aboyaient des ordres, tandis que des véhicules blindés quittaient discrètement les lieux. Au-dessus de la capitale, des hélicoptères survolaient les quartiers à basse altitude, leur rotor étouffé par la rumeur de la nuit. Des unités d'élite, visages masqués, se déployaient autour des cibles identifiées. Villas cossues, entrepôts abandonnés, même un hôtel discret où des réunions secrètes avaient eu lieu. À minuit précis, l'opération fut déclenchée simultanément à travers le pays, avec une précision chirurgicale. Lorsque les premières lueurs de l'aube percèrent l'horizon, Traoré, toujours dans la salle de crise, reçut les rapports tant attendus. L'opération était un succès retentissant. 25 officiers et 9 civils avaient été arrêtés sans un seul coup de feu. Des stocks d'armes, fusils d'assaut, grenades, même des lance-roquettes furent saisis, ainsi que des disques durs contenant des preuves accablantes.
Plans détaillés, organigrammes, correspondances codées. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. À Ouagadougou, des foules spontanées se rassemblèrent sur la place de la Nation, brandissant des drapeaux verts et rouges. Des cris s'élevaient, portés par une ferveur mêlée de soulagement. « Traoré, gardien du peuple! Ibrahim, notre bouclier !» Ce soir-là, le président s'adressa à la Nation dans une allocution télévisée. Debout devant le drapeau national, vêtu d'un treillis militaire, il parla avec une gravité qui captiva des millions de foyers. « Peuple du Burkina Faso, nous avons neutralisé une tentative de déstabilisation orchestrée par ceux qui ont trahi notre confiance. Je vous assure que justice sera rendue selon nos lois. Aucun coupable n'échappera à la sanction. Mais je vous appelle à l'unité. Notre force réside dans notre capacité à surmonter l'adversité ensemble. » Après son discours, Traoré regagna son bureau épuisé mais soulagé. Les murs tapissés de portraits des anciens présidents semblaient l'observer en silence. Il s'assit lourdement dans son fauteuil lorsqu'un coup discret à la porte le fit sursauter. Le colonel Zongo entra, un dossier sous le bras. « Monsieur, les interrogatoires ont commencé. Le général Ouédraogo a laissé entendre quelque chose de troublant. » Traoré haussa un sourcil. « Quoi donc ?» Zongo hésita, cherchant ses mots. Il a dit « Vous n'avez pas encore compris qui orchestre tout cela. » Puis il s'est muré dans le silence. Un frisson glacé parcourut Traoré. Une intuition désagréable s'insinua en lui, comme si une pièce essentielle du puzzle lui échappait encore. « Poursuivez les interrogatoires, je veux tout savoir. » Zongo posa une feuille sur le bureau. « Il y a autre chose, monsieur. Nous avons trouvé ceci dans les affaires du général Ouédraogo. » C'était une liste manuscrite griffonnée à l'encre noire. Traoré la parcourut rapidement, son pouls s'accélérant à chaque nom, des officiers, des fonctionnaires, des hommes d'affaires. Puis son regard s'arrêta net. Encerclé d'un trait d'encre rouge, un nom, Issouf Zongo. Son ami d'enfance, son frère de cœur. Traoré fixait la feuille, comme si les lettres pouvaient se réorganiser sous ses yeux pour effacer l'impensable. Issouf Zongo. Ce nom résonnait comme un écho douloureux, ravivant une cascade de souvenirs. « Monsieur le Président, vous connaissez cet homme ?» demanda le colonel, remarquant son trouble. Traoré se ressaisit, masquant son émotion derrière un masque d'autorité. « Continuez les investigations, colonel. J'ai besoin de réfléchir. » Seul dans son bureau, il s'approcha de la fenêtre. Au loin, les lumières d'Ouagadougou scintillaient, fragiles dans l'obscurité. Comment Issouf pouvait-il être impliqué? Issouf, son confident, son frère d'armes dans les combats de l'enfance. Des images surgirent, nettes et douloureuses. Deux gamins courant dans les ruelles poussiéreuses de Dédougou, leurs rires éclatant sous le soleil brûlant. Ils partageaient un ballon improvisé, fait de sacs plastiques noués. Issouf, toujours plus robuste, se dressait comme un rempart contre les voyous du quartier. « Personne ne touche à Ibrahim », grondait-il, poing serré, à la sortie de l'école. Leur amitié avait résisté aux épreuves du temps. À 17 ans, perchés sur une colline dominant Dédougou, ils avaient contemplé l'horizon, le cœur gonflé d'espoir. « Nous transformerons ce pays », avait déclaré Ibrahim, les yeux brillants de rêve. « Ensemble », avait ajouté Issouf, scellant leur serment d'une poignée de main ferme. Puis la vie les avait séparés. Ibrahim avait gravi les échelons de l'armée, porté par une discipline de fer. Issouf, lui, avait étudié l'agronomie à Dakar, avant de revenir travailler dans l'administration, au service des communautés rurales. Ils se voyaient moins souvent, mais chaque retrouvaille effaçait les années, ranimant la flamme de leur pacte. Lorsque Traoré avait pris le pouvoir, dans un contexte de chaos politique et d'attaques djihadistes, il avait proposé à Issouf un poste clé au gouvernement. Ce dernier avait décliné avec un sourire humble. « Je suis plus utile sur le terrain, Ibrahim. Le peuple a besoin de sentir qu'on ne l'oublie pas. » Traoré avait admiré cette intégrité, sans se douter qu'elle pouvait cacher autre chose. Il secoua la tête, incrédule. Une erreur? Une manipulation? Il convoqua son chef de la sécurité, le commandant Kaboré, un homme taciturne au regard perçant. « Je veux une surveillance discrète sur Issouf Zongo, pas d'arrestation, pas d'interrogatoire, juste des informations, et que cela reste entre nous. » Les jours suivants furent un supplice.
Tandis que le pays célébrait l'échec du complot, Traoré portait seul le fardeau de ce doute. Les rapports affluaient, décrivant une vie en apparence banale. Issouf travaillait au ministère de l'Agriculture, visitait sa grand-mère chaque week-end dans son village, jouait au football avec les enfants du quartier, son rire résonnant dans les ruelles. Rien d'anormal. Pourtant, un matin, un agent déposa une clé USB sur son bureau. « Monsieur, voici une vidéo de surveillance. Un entrepôt en périphérie, filmé 3 jours avant l'opération. » Traoré inséra la clé dans son ordinateur. L'image granuleuse montrait Issouf entrant furtivement dans un bâtiment désaffecté, un sac à la main. Il en ressortait 2 heures plus tard, jetant des regards nerveux autour de lui. « Cet entrepôt appartient à une société écran liée au général Ouedraogo », précisa l'agent. Le cœur de Traoré se serra. Un autre rapport arriva. Un enregistrement audio d'une réunion clandestine. La voix d'Issouf, claire et déterminée, s'élevait. « Le système est pourri de l'intérieur. Il faut tout changer, depuis la base. Le moment est proche. » Traoré réécouta l'enregistrement, cherchant un signe, une inflexion qui prouverait que ce n'était pas lui. « Ça pourrait être falsifié, » murmura-t-il, les yeux humides. Mais les preuves s'accumulaient comme des pierres tombales. Réunion secrète, transfert financier suspect, message codé reliant Issouf aux conspirateurs arrêtés. 1 semaine plus tard, Traoré prit une décision déchirante. Il devait entendre la vérité de la bouche d'Issouf, non pas en tant que président, mais comme ami. « Préparez une voiture banalisée », ordonna-t-il à son aide de camp. « Je vais à Dédougou demain matin, seul. »« Monsieur, c'est contre tous les protocoles », protesta le lieutenant Sawadogo alarmé. « Je ne discute pas, lieutenant. Personne ne doit savoir. » Après négociation, Traoré accepta une escorte discrète, à condition qu'elle reste à distance et n'intervienne qu'à son ordre. À l'aube, une vieille Toyota Corolla quitta le palais, ses pneus crissant sur le gravier. Traoré, vêtu d'un boubou bleu et d'une casquette usée, conduisait lui-même, l'esprit tourmenté. Après 5 heures de route sur des pistes caoteuses, il atteignit les faubourgs de Dédougou. La ville n'avait presque pas changé. Les marchés bruyants, les rues sableuses bordées de manguiers, la vieille mosquée dominant l'horizon. Évitant le centre, il emprunta un chemin de terre menant à un village reculé, où la famille d'Issouf possédait une maison ancestrale. Il gara la voiture sous un fromager géant dont les racines noueuses semblaient ancrées dans le temps. La maison, une bâtisse en banco au toit de tôle rouillée, se dressait au bout d'un sentier. Aucun bruit, hormis le bêlement des chèvres et le chant lointain d'un coq. L'escorte se positionna à bonne distance, invisible. Traoré frappa à la porte. Pas de réponse. Il poussa le battant qui grinça sur ses gonds. Dans la pénombre, Issouf était agenouillé sur un tapis de prière, achevant la salate. Il se releva lentement, et leurs regards se croisèrent. « Je savais que tu viendrais, » dit Issouf, sa voix calme, presque résignée. « Tôt ou tard. »« Pourquoi ?» demanda Traoré, la voix tremblante, chargée d'une douleur qu'il ne pouvait contenir. Issouf soutint son regard impassible. « Parce que tu as oublié, Ibrahim. Nos rêves, nos promesses. Regarde ce village. Pas d'eau potable, des écoles sans toit, des jeunes sans avenir. Qu'as-tu fait pour eux ?» Traoré accusa le coup comme si chaque mot était une lame. « J'ai pris le pouvoir dans un pays au bord du gouffre, Issouf. Attaqué par les djihadistes, abandonné par les alliés, rongé par la corruption. J'ai fait ce que j'ai pu. »« Des excuses, » coupa Issouf, son ton durcissant. « Tu es devenu un homme de palais, entouré de flatteurs, déconnecté des villages qui t'ont vu naître. »« Alors c'est pour ça que tu as rejoint des traîtres ?» demanda Traoré, la voix brisée. « Toi, mon frère ?» Issouf s'approcha de la fenêtre, son regard perdu dans la cour poussiéreuse. « Je pensais que tu avais trahi nos idéaux. La justice, l'égalité, un Burkina pour tous, pas pour les élites d'Ouagadougou. J'ai cru que seul un choc pouvait réveiller le pays. Tu aurais pu me parler, » murmura Traoré les poings serrés. « Nous étions frères. »« M'aurais-tu écouté ?» rétorqua Issouf. « Ou aurais-tu envoyé un ministre, comme tu l'as fait quand les anciens de Dédougou sont venus te supplier pour une pompe à eau ?» Traoré baissa les yeux, frappé par la vérité. Il avait parfois délégué, négligé, pris des décisions hâtives dans l'urgence. « Es-tu encore celui qui voulait changer le monde ?» demanda Issouf, sa voix adoucie. «
ou juste un homme en treillis sur un trône fragile. Des larmes montèrent aux yeux de Traoré, mélange de douleur, de colère et de honte. J'ai fait des erreurs, mais j'ai toujours œuvré pour le pays. Je n'aurais jamais comploté contre un frère. Parfois, l'amitié exige des vérités dures, répondit Issouf, un éclat de tristesse dans les yeux. Et parfois, la trahison reste une trahison, rétorqua Traoré, sa voix raffermie par la résolution. Ils se regardèrent longuement, cherchant dans les yeux de l'autre une trace de l'enfant qu'ils avaient été. « Que fait-on maintenant » demanda Issouf, brisant le silence. Traoré sortit son téléphone et envoya un message discret. « Mon devoir, même si ça me déchire. » La porte s'ouvrit violemment. 4 soldats en tenue de combat entrèrent armes au poing. « Issouf Zongo, vous êtes en état d'arrestation pour trahison », annonça l'officier, un jeune capitaine au regard nerveux. Issouf tendit ses poignets sans résistance, ses yeux fixés sur Traoré. « Je suis désolé, Ibrahim », murmura-t-il alors qu'on l'emmenait. Seul dans la pièce, Traoré s'effondra sur une chaise en bois, le visage enfoui dans les mains. Dehors, le soleil déclinait, n'offrant plus de chaleur. Le bêlement des chèvres semblait un chant funèbre. L'arrestation d'Issouf Zongo ébranla le Burkina Faso comme un séisme. Les journaux titraient en une « L'ami félon » ou « La fraternité brisée ». Sur les réseaux sociaux, des photos des 2 hommes, jeunes et souriants lors d'un mariage à Dédougou, circulaient accompagnés de débats enflammés. Issouf, connu pour son engagement auprès des paysans et son charisme discret, semblait un traître improbable. Certains criaient au complot, d'autres à la justice divine. Au palais, Traoré s'isola, annulant ses apparitions publiques. Il passait des heures dans son bureau, fixant une vieille photo encadrée. Lui et Issouf, à 16 ans, posant fièrement devant leur école, un bâtiment de banco à moitié écroulé. Le 3e jour, le ministre de la Justice, un juriste austère nommé Compaoré, entra sans frapper. « Monsieur, nous devons parler du procès. Les avocats des accusés demandent un traitement spécial pour Zongo, compte tenu de votre lien. » Traoré, les yeux rivés sur la photo, répondit d'un ton sec. « Un procès équitable, transparent, avec des observateurs internationaux. Pas de favoritisme, pas d'exception. »« Et pour Zongo ?» insista Compaoré, mal à l'aise. « La loi s'applique à tous », trancha Traoré son regard dur. En rangeant son bureau, il remarqua une enveloppe glissée sous une pile de rapports. L'écriture tremblante était celle d'une aînée. Il l'ouvrit avec précaution. « Cher Ibrahim, je t'écris comme celle qui vous a vu grandir, toi et Issouf, courant comme des gazelles dans notre cour. Je ne justifie pas ce qu'il a fait, mais il t'aimait comme un frère. Peut-être est-ce cet amour, déformé par la déception qui l'a égaré. La colère est mauvaise conseillère, mais la sagesse peut guérir. Que Dieu guide tes choix. Tata Fanta Zongo. » Traoré relut la lettre, ému. Un coup à la porte l'arracha à ses pensées. Le ministre des Affaires étrangères, une femme énergique nommée Ouattara, entra précipitamment. « Monsieur, la presse internationale demande une déclaration. Certains articles disent que cette affaire vous a brisé. » Traoré esquissa un sourire amer. « Brisé ? Non. Transformé, oui. Je parlerai ce soir. » Dans un discours télévisé, il s'adressa à la nation avec une vulnérabilité rare. « Citoyens, je vous parle comme un homme confronté à la pire des épreuves, la trahison d'un frère. La justice suivra son cours, mais la vraie douleur vient de la perte d'un ami. J'ai entendu vos appels, vos espoirs, vos frustrations. Je m'engage à mieux servir chaque Burkinabé, des villes aux villages les plus reculés. » Son honnêteté toucha les cœurs, et les réseaux sociaux s'enflammèrent de messages de soutien. Le lendemain, il signa un décret interdisant toute persécution contre la famille d'Issouf. « La justice vise les coupables, pas leurs proches », déclara-t-il lors d'une réunion avec ses conseillers. Les semaines passèrent et Traoré devint plus attentif, moins impulsif. Il visitait des villages, écoutait les doléances des anciens, s'entourait de conseillers issus de milieux modestes. La trahison nationale d'Issouf l'avait changé, forgeant en lui une force nouvelle. Un soir, son aide de camp, le lieutenant Sawadogo, lui montra un article d'opposition intitulé « Traoré affaibli par la trahison de Zongo ». Traoré lut en silence, puis sourit tristement. Ils confondent force et rigidité. La vraie force, c'est croire en l'humanité malgré tout.
6 mois plus tard, le procès des conspirateurs, retransmis à la télévision nationale, captivait le pays. Sous la supervision d'observateurs de l'Union africaine, il fut un modèle d'équité. Issouf, digne mais amaigri, assuma ses actes, déclarant « J'ai cru agir pour le peuple, mais j'ai manqué de loyauté. Je mérite mon châtiment. » Sa franchise désarma ses accusateurs. Par une matinée fraîche, Traoré visita son ancienne école à Dédougou, un bâtiment en ruine envahi par les herbes folles. Dans un couloir, il retrouva une inscription gravée dans le mur, IT plus IZ, frères pour toujours. Ému, il annonça une semaine plus tard le programme Frères d'avenir, un fonds pour former des jeunes leaders issus de milieux défavorisés, dotés de millions de dollars réalloués des budgets militaires. Lors de l'inauguration du premier centre de formation, une fillette nommée Awa l'interpella. « Monsieur, croyez-vous encore aux gens après ce que votre ami a fait ?» Traoré s'agenouilla, posant une main sur son épaule. « Oui, Awa, c'est pour ça que je continue. La déception ne doit pas tuer l'espoir. » Quelques semaines plus tard, une lettre d'Issouf arriva de la prison, glissée dans une enveloppe scellée. « Ibrahim, mes regrets sont immenses. J'ai cru agir pour le bien, mais j'ai brisé notre serment. Tu es resté fidèle, même au prix de ton cœur. Pardonne-moi si tu peux. Issouf. » Traoré lut la lettre à la lueur d'une lampe, puis la glissa contre son cœur, les yeux embués. 1 an après le complot, un monument fut érigé à Ouagadougou. 3 piliers de granit, symbolisant vérité, justice et unité, entourés d'un jardin où les enfants jouaient. Lors de l'inauguration, Traoré déclara « Nos ennemis ne sont pas les autres, mais la défiance et l'injustice. Ensemble, nous bâtirons un Burkina digne de nos rêves. » Un garçon nommé Issouf, âgé de 10 ans, lui offrit un bouquet de fleurs sauvages. Traoré l'enlaça, un sourire mélancolique aux lèvres. Sous le ciel étoilé d'Ouagadougou, une inscription fut gravée à la base du monument. La blessure la plus profonde ne vient pas des lames, mais de la main autrefois tendue. Pourtant, c'est de cette douleur que renaît l'espoir.